Ces images-là, celles que vous observez actuellement, ont plus de 20 ans. Elles nous emmènent à Lismore, en Australie, et remontent au 11 février 2005. Elles ne sont pas de très bonne qualité, mais elles montrent un petit groupe d'amis s'amusant à la sortie d'un pub. Dans ce groupe, il y a une jeune touriste allemande, Simone Strobel, 25 ans. Ce sont ses dernières minutes de vie, parce que son corps nu sera retrouvé, dissimulé sous des feuilles de palmier, à seulement quelques dizaines de mètres d'un camping du centre-ville, là où le petit groupe dormait. L'affaire choque profondément la communauté locale. En quelques jours, des centaines d'habitants se rassemblent lors d'une veillée aux chandelles près du lieu de la découverte du corps en hommage à la jeune femme. Les habitants expriment leur tristesse, leur honte et leur incompréhension qu'un tel drame ait pu se produire chez eux. L'émotion est d'autant plus vive que Simone était venue de l'étranger pour découvrir l'Australie comme le font des milliers d'étudiants étrangers. La communauté de Lismore bouleversée se mobilise même spontanément pour soutenir financièrement les proches de Simone. Une collecte locale permet de réunir plus de 6 000 $ afin d'aider le petit ami de Simone, Tobias, ainsi que les autres compagnons de voyage à rentrer en Allemagne. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Qui a tué Simone Strobel ? Pour quelles raisons ? Que disent certains témoins ? Cette nouvelle histoire est peut-être encore un exemple que la vérité n'est jamais très loin. Simone Monika Strobel, c'est donc cette jeune femme originaire de Bavière en Allemagne. C'est une jeune institutrice de maternelle de 25 ans à l'époque, avenante et aventureuse. Au début de l'année 2005, elle entreprend un voyage sac au dos à travers l'Australie avec son compagnon de l'époque, Tobias Söckfuell. Il a 24 ans. Il y a aussi la sœur de ce Tobias, qui s'appelle Catherine Söckfuell, 28 ans, et un ami en commun, Jens Martin, 25 ans. Notez bien ces prénoms, parce qu'ils sont très importants pour la suite. Les 4 jeunes Allemands ont un visa vacances-travail d'1 an et prévoient de sillonner la côte est de l'Australie tout en travaillant pour financer leur périple. Le 11 février 2005, après plusieurs mois de voyage, leur van les mène jusqu'à Lismore, une petite ville tranquille du nord de la Nouvelle-Galles du Sud. En fin d'après-midi, le groupe s'installe au Lismore Tourist Caravan Park. C'est un camping du centre-ville. Ils garent le van sur l'un des emplacements. Ce même jour, Simone note dans son journal son excitation de découvrir cette région rurale de l'Australie. Mais dans son journal de bord, quand on lit ce qu'il y a écrit vraiment, les 10 et 11 février, on comprend que l'ambiance n'est pas au top dans le groupe. Et surtout avec Tobias, son petit ami. Il a plu toute la nuit et le matin était aussi gris que gris. Après avoir supplié Toby de laisser Cathy et moi entrer dans le van avec lui, il a complètement pété les plombs. C'est la plus mauvaise vibration entre nous depuis que nous sommes en Australie. Va te faire foutre, nous avons passé la journée pluvieuse séparés ainsi. Cathy et moi dans le van et les autres sous la tente. Malgré tout, j'ai passé une journée douce avec Cathy. L'après-midi, j'ai attrapé mon premier poisson dans la rivière. Il aurait même pu être mangé, mais Cathy et moi lui avons rendu sa liberté. Pas mal. Toby n'a pas prononcé un mot de la journée et j'ai été très surprise qu'il vienne dormir dans le van. Mais toujours pas un mot. Quelle journée de merde. Même son de cloche dans le journal intime de Tobias, toujours ce 10 février. Simi, c'est Simone, sa petite amie. Pas une belle journée. En fait, c'était une journée de merde. Simi m'a agacé dès le matin, je n'étais même pas complètement réveillé. Ça devient vraiment trop, ça ne peut pas continuer comme ça. Bref, ce n'était pas une bonne journée, j'ai à peine parlé avec Simi et je suis resté très introverti. Du coup, l'ambiance du groupe en a souffert. En plus, il a plu toute la journée. Jens et moi sommes restés dans la tente et les filles dans le van. Nous sommes allés pêcher et Simi a attrapé son premier poisson. Et un gros en plus. J'en ai aussi eu 2 petits. Nous avons pris un bon repas et fait un barbecue très agréable. Cette journée était carrément stupide. En plus, Kitty s'est comportée de manière complètement étrange. Je n'arrive pas à la comprendre. Le 11 février, toujours selon les journaux de bord, la journée démarre comme elle a fini. Aujourd'hui a commencé aussi mal que la veille s'était terminée. L'humeur est toujours au plus bas et je ne sais même pas ce qui va se passer dans les jours à venir.
Le soir du 11 février venu, pour fêter leur arrivée donc à Lismore, les 4 amis décident de sortir en ville. Ils débutent la soirée au Métropole Hotel, c'est un pub local où les caméras de vidéosurveillance d'ailleurs les captent vers 20h33, en train de sortir de l'établissement. L'ambiance semble festive. Un petit peu plus tard, Simone, Tobias, Catherine et Jens entrent dans un autre bar emblématique du centre de Lismore, le Golan Hotel. Ils y poursuivent la soirée en buvant et en profitant de la musique. Les images de sécurité du Golan Hotel montrent le petit groupe attablé, riant et visiblement détendu. D'après les témoignages de l'époque, le groupe a consommé pas mal d'alcool. Vers 22h56, une caméra de vidéosurveillance du centre-ville capture une scène fugace à l'extérieur du Golan. Sur ces images granuleuses de nuit, Simone est vêtue d'un haut noir, d'une jupe rouge de marque Roxy avec un jupon blanc qui dépasse, et d'un pantalon blanc sous la jupe. Il s'agit exactement de la tenue que ses proches décriront plus tard dans l'avis de recherche. On aperçoit également, vous le voyez sur ces images, les autres membres du groupe, c'est-à-dire le petit ami donc de Simone, Tobias, il y a Jens et la sœur de Tobias. On a vraiment l'impression que le petit groupe est alcoolisé, puisqu'il y a des va-et-vient. On a l'impression un petit peu que Tobias et Simone se chahutent. C'est ce qui va d'ailleurs précipiter la suite de la soirée, puisque selon les témoignages, le patron du Golan, effectivement, va gentiment les mettre dehors, leur expliquant que le bar ferme. Mais des témoignages expliqueront, eux, que à l'intérieur du bar, il y a eu une petite tension, notamment entre Simone et Tobias. Quoi qu'il en soit, les 4 amis se mettent en route à pied pour rentrer au camping situé à quelques centaines de mètres de là. Sur le chemin du retour, le groupe est filmé par une caméra de vidéosurveillance d'une station-service. À 23h14, ils passent à pied près des pompes à essence, se dirigeant vers le camping. Cette séquence confirme qu'ils sont tous ensemble à cette heure-là, rentrant calmement. Quelques minutes plus tard, vers 23h20, ils atteignent le Lismore Tourist Caravan Park, où leur van, souvenez-vous, est garée. Entre 23h30 et minuit, c'est à ce moment-là que la situation dégénère au camping. Une dispute éclate au sein du groupe. D'après les témoignages ultérieurs de Tobias, Catherine et Jens, une vive altercation va opposer Simone et Tobias peu après leur retour au campement. On ignore le motif exact de cette dispute. Est-ce qu'ils étaient ivres ? Est-ce qu'il y a eu de la jalousie, des broutilles de couple ? En tout cas, le ton est monté. C'est ce qu'ont raconté les 3 jeunes qui vont témoigner après le drame. Une campeuse d'ailleurs installée non loin de là, qui profitait du calme de la nuit, va rapporter plus tard avoir effectivement entendu les voix d'un homme et d'une femme se quereller dans la zone du camping, suivi d'un échange plus apaisé, puis à nouveau du bruit. Selon cette témoin, la femme aurait crié en anglais quelque chose comme « Laisse-moi tranquille » ou « Pourquoi est-ce que je devrais faire ça ?» C'est ce qu'elle a compris en tout cas, cette témoin. Tandis que l'homme, toujours dans son témoignage, parlait parfois dans une autre langue, probablement en allemand, indice qu'il s'agissait bien de certains jeunes du groupe. Peu après, la même campeuse aurait entendu des rires nerveux et même un son incongru d'un instrument aborigène, c'est ce qu'elle raconte, comme si le groupe ou des voisins tentaient de détendre l'atmosphère. Mais la tension demeure palpable. Finalement, Simone perd patience. Vers 23h35, toujours furieuse, elle décide de s'éloigner seule du camping pour prendre l'air et se calmer. Tobias et les autres la laissent partir en pensant qu'elle reviendra une fois l'orage passé. C'est la dernière fois que ses compagnons la voient vivante, vêtue seulement de son petit haut noir, de sa jupe rouge et de son pantalon blanc. Simone disparaît dans la nuit, pieds nus ou en tongs, sans argent ni téléphone portable. Elle n'emporte rien, pas même ses chaussures de randonnée. Seule et contrariée, Simone se dirige vers la sortie du camping, en bordure de rue, c'est ce qu'on imagine, aux alentours de minuit. 2 témoins, c'est pour ça qu'on arrive à reconstituer un peu sa chronologie, vont témoigner. Ils vont l'apercevoir de façon indépendante, ces témoins ne se connaissent pas, ils vont l'apercevoir dans le secteur. Ils vont fournir les dernières observations fiables de Simone en vie. Voici ce que dit le premier témoignage. C'est un automobiliste qui s'appelle Monsieur Gross. Il circule à ce moment-là près du rond-point à l'intersection de Dawson Street et Uralba Street, juste à côté du camping, peu avant minuit. Il voit une femme correspondant à la description
de Simone marchait sur le bord de la route près du rond-point. Le deuxième témoignage, presque simultanément, il s'appelle Monsieur Répin, signale lui aussi avoir vu une jeune femme chancelante près de ce même rond-point peu avant minuit. La femme, c'est ce que raconte, cet homme semblait éméché ou désorienté. Ces deux témoignages, concordants, situent Simone vers 23h55 le 11 février 2005, marchant seule, à proximité du camping. Si on les retient, ça signifie qu'environ 30 minutes se sont écoulées entre le retour du groupe au camping et le moment où Simone est vue s'éloignant, bouleversée. C'est possiblement la dernière vision de Simone Strobel vivante par quelqu'un n'ayant aucun lien avec l'affaire. Pendant ce temps-là, au camping, Tobias, Catherine et Jens réalisent progressivement que Simone ne revient pas. Que font-ils ? D'après leur déclaration, ils la cherchent. Ils la cherchent brièvement autour du camping, puis, ne la trouvant pas, ils auraient pensé qu'elle était partie marcher et qu'elle reviendrait d'elle-même une fois calmée. Ils finissent par passer le reste de la nuit dans le van sans s'occuper vraiment de Simone. Certains éléments laissent penser en fait qu'ils n'ont pas alerté immédiatement les autorités ni les voisins, peut-être par crainte de révéler leur consommation d'alcool et de cannabis ce soir-là, ce qu'ils minimiseront d'abord auprès de la police. Quoi qu'il en soit, aucun appel au secours n'est passé cette nuit-là depuis le camping. Nous sommes le samedi 12 février 2005, il est aux environs de 10h le matin, Simone n'est toujours pas revenue. Inquiets, Tobias et Jens décident enfin, j'ai envie de dire, de se rendre au commissariat de Lismore pour signaler sa disparition. Il est environ 10h donc, lorsque les deux hommes poussent la porte du poste de police. Tobias a l'air désemparé. Jens l'est tout autant, il est préoccupé. Ils expliquent aux agents que leur amie a quitté le camping brusquement dans la nuit suite à une dispute et elle n'est pas revenue. Ils décrivent alors la tenue que portait Simone cette nuit-là. Tobias parle de son haut noir, du pantalon blanc, mais à aucun moment il n'évoque la fameuse jupe rouge qui est par-dessus le pantalon blanc. C'est pas un détail et ça sera important pour la suite de l'enquête. Il n'a pas pu passer à côté de cette jupe rouge puisqu'il a côtoyé Simone toute la soirée. Les images de vidéosurveillance le prouvent. On voit bien qu'elle a une jupe rouge au-dessus son pantalon. Vous allez comprendre pourquoi cet élément est important. La police de Lismore va réagir assez rapidement. Bien que de jeunes backpackers puissent parfois disparaître quelques jours en faisant la fête ailleurs, le fait que Simone ait abandonné ses affaires et que ses amis se présentent inquiets motive une recherche active. On commence à parler de la disparition de cette jeune Allemande en Australie, ce qui fait que les policiers allemands sont eux aussi alertés. La presse européenne commence à s'intéresser à l'affaire. Entre le 12 et le 16 février, donc pendant 4 jours, il y a des recherches intensives. Les policiers volontaires de la State Emergency Service, les habitants de Lismore, des chiens recherchent en ratissant la zone. Il y a des plongeurs qui inspectent les berges de la rivière voisine. Il y a des hélicoptères qui survolent les champs et les forêts alentours. Sur le terrain vague, jouxtant le camping, derrière un vieux pub qui sert aussi de salle de sport locale, les enquêteurs fouillent des buissons assez denses sans rien trouver. Chaque heure, sans nouvelles de Simone, augmente l'angoisse. Les médias locaux relaient l'appel à témoins. La description vestimentaire de Simone est diffusée. La police demande au public si quelqu'un a retrouvé ses vêtements abandonnés quelque part. En fait, on soupçonne à ce moment-là que Simone a été victime d'un crime. L'agresseur, c'est ce que se dit la police, aurait pu se débarrasser de ses vêtements. Un détail qui prendra tout son sens un petit peu plus tard. Pendant ce temps-là, que font Tobias, Catherine et Jens ? Ils restent à Lismore. Ils participent, en tout cas officiellement, aux recherches. Des journalistes filment Tobias à plusieurs reprises, le visage fermé, l'air épuisé, collant des affichettes avec la photo souriante de Simone sur les vitrines de commerce. La communauté se prend de compassion pour ces jeunes touristes. Un élan de solidarité s'organise. Un agent de voyage local lance même une cagnotte pour les soutenir financièrement, histoire qu'ils puissent prolonger leur séjour sur place pendant l'enquête, voire peut-être financer leur retour en Allemagne. Les habitants se sentent concernés et bouleversés par cette disparition mystérieuse. Nous arrivons au jeudi 17 février 2005 en fin d'après-midi, après 6 jours de recherche. Ce jour-là, un maître chien de la police qui patrouille une énième fois
autour du camping, décide de s'introduire dans l'enceinte du Lismore Continental Club. J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, c'est ce club de sport qui fait aussi office de pub local, certaines fois, qui est adjacent au camping, qui a déjà été fouillé, souvenez-vous. Je vous ai parlé du buisson, des buissons denses qui ont été fouillés. Eh bien, ce Continental Club est doté d'un petit terrain de bocce, c'est de la pétanque italienne en plein air. Le maître chien passe par un trou dans la clôture grillagée qui sépare le camping de ce club. Son chien s'excite soudainement près d'une haie bordant le terrain de bocce. Derrière un petit talus, sous des frondes de palmiers séchés, gît un corps dissimulé. Ce corps, c'est celui de Simone Strobel. C'est une découverte horrible puisque le cadavre est nu, en état de décomposition avancée, signe que la mort remonte à plusieurs jours. Aucune trace évidente de sang ou de blessure par arme blanche ou à feu n'est visible. Le fait que le corps ait été soigneusement caché sous des feuillages suggère une volonté de le dissimuler. Les enquêteurs notent rapidement que la scène semble avoir été préparée. Simone ne s'est clairement pas enfouie elle-même sous ses palmes. Ça accrédite l'hypothèse d'un meurtre suivi d'un déplacement du corps. D'ailleurs, les détectives concluent dès le départ que Simone n'a pas été tuée à l'endroit où elle a été trouvée. Le terrain de bocce a probablement servi de cache temporaire, choisi par le ou les coupables en raison de la proximité, on est à quelques dizaines de mètres seulement du camping. La position du corps n'est pas détaillée publiquement, mais on évoque plus tard l'absence de tout signe de violence manifeste. L'autopsie, réalisée rapidement malgré l'état du corps, ne révélera aucune blessure catastrophique ni maladie pouvant expliquer la mort. Le médecin légiste notera cependant que la décomposition avancée a pu effacer des traces, notamment celle d'une strangulation ou d'une suffocation. Faute d'indicateurs clairs, la cause du décès demeure indéterminée. Néanmoins, lors de l'enquête judiciaire de 2007, le coroner avancera prudemment que Simone, je cite, a vraisemblablement été étouffée avec un oreiller ou un sac en plastique. Cette hypothèse de suffocation repose sur l'absence de blessures externes. Les vêtements que portait Simone le soir de sa disparition seront retrouvés quelques heures plus tard à proximité. On va retrouver son haut noir ainsi que son pantalon blanc, mais aucune trace de sa jupe rouge. Sa jupe rouge, c'est important, ne sera jamais retrouvée. Les analyses qui seront effectuées sur notamment son haut noir vont laisser apparaître une trace ADN masculine qui sera inconnue puisqu'elle ne matchera avec personne encore aujourd'hui en 2026, vu que l'enquête est toujours ouverte. On ne sait pas à qui appartient cette trace ADN. Autre chose, à proximité du corps, sur le grillage, les enquêteurs vont relever une mèche de cheveux qui, pareil, est d'origine inconnue. Il est très important de noter aussi que lors de cette première autopsie en 2005, aucune agression sexuelle ne sera mise en avant. La médecin légiste qui observera le corps de Simone ne constatera aucune blessure génitale. La nouvelle de la découverte du corps est un choc énorme pour la famille de Simone qui est en Allemagne. Ses parents, Gabi et Gustl Strobel, anéantis, s'envolent directement pour l'Australie où ils vont organiser le rapatriement du corps. Ils vont devoir fournir les dossiers dentaires de Simone pour confirmer officiellement son identité, tant le corps est altéré. C'est ce que dira l'autopsie. La communauté de Lismore, elle, est frappée d'effroi et de tristesse. Une veillée aux chandelles est improvisée près du terrain de bocce, transformé en mémorial improvisé, couvert de fleurs, de bougies, de lettres. Des centaines d'habitants viennent y rendre hommage à la jeune voyageuse, fauchée en terre étrangère. Plus tard, preuve de la générosité des habitants, une banquette commémorative en granit sera installée près du lieu de la découverte, gravée d'une citation préférée de Simone, en souvenir d'elle. Désormais confrontés à un homicide et non plus à une simple disparition, les enquêteurs australiens redoublent d'efforts pour comprendre ce qui s'est passé et surtout retrouver qui a pu faire ça. Dès le début, la police australienne travaille en lien étroit avec la police allemande. Les médias allemands suivent l'affaire de très près. Ils exercent une certaine pression pour élucider le meurtre d'une de leurs citoyennes à l'autre bout du monde. Il y a 3 personnes qui intéressent les enquêteurs dans cette affaire. Tobias, Catherine et Jens. Ils sont interrogés. Au début, ils coopèrent volontiers, bien qu'avec une certaine nervosité. Leur version des faits présente de légères contradictions, notamment sur l'enchaînement précis de la dispute et l'heure à laquelle Simone a quitté le camp. C'est pas clair. Mais en tout cas, sur l'essentiel, ils s'accordent.
Simone est partie fâchée, seule, et on l'a pas revue. Mais au fur et à mesure des questions insistantes de la police, ils sont obligés d'admettre qu'ils ont beaucoup bu ce soir-là et fumé du cannabis, notamment après leur retour du bar. Ils concèdent avoir menti initialement sur ce point. Au tout début, quand ils ont été interrogés par les enquêteurs, ils ont dit non, on a bu mais pas trop et on n'a pas fumé. Ils sont obligés de revenir sur ça. Par contre, ils minimisent l'intensité de la querelle de couple pour ne pas noircir le tableau. Un détail attire cependant l'attention des enquêteurs. La description vestimentaire de Simone fournie par Tobias le 12 février s'est avérée inexacte. Dans sa déposition initiale, vous savez, quand il va voir la police le lendemain de la disparition, il a omis la jupe rouge de Simone, ne mentionnant que le pantalon blanc et un haut sombre. Or, le 15 février, la police montre à Tobias une capture de vidéosurveillance du Golan Hotel montrant Simone la nuit de sa disparition. Elle est habillée de sa jupe rouge à volant blanc et de son pantalon blanc. Mis devant l'évidence, Tobias corrige sa déclaration. Oui, Simone portait bien cette jupe rouge ce soir-là. Cette omission, cet oubli initial jette une ombre de suspicion. A-t-il réellement oublié ce détail ou cherchait-il à dissimuler quelque chose, sachant, c'est très important, que la jupe n'a pas été retrouvée. L'avenir va donner de l'importance à ce mensonge par omission. Lors de l'instruction, la police interprétera ces fausses indications de Tobias comme potentiellement révélatrices d'une conscience de culpabilité, c'est-à-dire le comportement de quelqu'un qui cache délibérément des éléments suite à un crime. Parallèlement, les détectives s'intéressent aux éventuels suspects extérieurs. Était-ce l'œuvre d'un prédateur inconnu, croisant par hasard la route de Simone cette nuit-là, ou bien d'un geste criminel de l'un de ses compagnons de voyage? Les premières spéculations penchent plutôt vers la deuxième hypothèse. En privé, les enquêteurs australiens ont très tôt le sentiment que le trio d'amis en sait plus qu'il ne le dit. Cette intuition est renforcée par le fait que Tobias et Catherine décident soudainement de quitter l'Australie dès que la loi le leur permet, c'est-à-dire une fois leur passeport restitué et les interrogatoires bouclés. En effet, après la découverte du corps, Tobias Sökfel et sa sœur Catherine coopèrent de moins en moins. Ils refusent par exemple de participer à une reconstitution sur les lieux. Au bout de quelques semaines, ils repartent en Allemagne. Jens Martin, lui, reste davantage en contact avec les autorités et retourne même en Australie quelques années plus tard pour témoigner, ce qui jouera en sa faveur. La communauté de Lismore, d'abord compatissante, vous l'avez vu, commence elle aussi à avoir des doutes. Les murmures accusateurs émergent. Et si le petit ami était impliqué dans la mort de Simone? Après tout, les statistiques criminelles montrent souvent que dans ce genre d'affaires, le compagnon est en première ligne des suspects. Au fil des semaines, l'image de Tobias Sökfel dans la presse change subtilement de petit ami éploré, il devient un suspect potentiel. D'autant que de l'autre côté du globe, en Bavière, en Allemagne, les procureurs allemands le désignent ouvertement comme suspect principal, et ce, dès 2005-2006. Ce statut officiel de suspect en Allemagne fuite dans les médias australiens, accentuant la pression sur Tobias. Faute de preuves directes, aucune arrestation n'est effectuée dans l'immédiat. L'affaire Simone Strobel devient un cold case, une affaire non élucidée, malgré l'énorme travail d'enquête mené en 2005 et 2006. En mars 2007, une première enquête judiciaire est menée à Lismore par le coroner d'État qui s'appelle Paul McMahon. Cet équivalent australien de l'instruction publique vise à examiner les circonstances de la mort et à déterminer si des charges doivent être recommandées. Lors de cette audience, Tobias Sökfel et sa sœur Catherine refusent de témoigner en personne, invoquant leur droit à ne pas s'incriminer. Aucun moyen légal ne permet de les contraindre à venir d'Allemagne en Australie pour déposer leur témoignage. Jens Martin, en revanche, prend l'initiative courageuse de retourner en Australie pour participer à l'audience et livrer sa version sous serment. Son témoignage reprend essentiellement ce que l'on sait: la dispute, le départ de Simone, leur inquiétude le lendemain, etc. Le coroner n'obtient donc rien de très neuf, mais salue la coopération de Jens, ce qui semble l'écarter
des soupçons principaux. Cependant, dans son rapport, le coroner ne cache pas ses forts soupçons à l'égard de Tobias Sugfuel. Il écrit que la suspicion envers un membre du groupe de voyageurs, comprenez Tobias, est très prégnante compte tenu des circonstances. Bien qu'il ne puisse nommer explicitement Tobias comme meurtrier, eh bien il laisse entendre que l'entourage de Simone n'a peut-être pas tout dit. Ainsi, en 2007, Tobias Sugfuel ressort libre, non inculpé, mais auréolé d'un soupçon tenace. De retour en Allemagne, il se fait discret. La famille Strobel, elle, est dévastée par l'absence de réponse, évidemment. Nous ne connaîtrons donc jamais la vérité, c'est ce que déclare sa sœur Christina, elle est anéantie après l'audience. Les parents de Simone sombrent dans une profonde dépression, devenant, je cite la sœur de Simone, l'ombre d'eux-mêmes, accablés par le désespoir. Les années qui vont suivre voient Tobias Sugfuel vivre sa vie loin des caméras tandis que l'affaire reste non résolue. Cependant, il demeure dans le viseur des enquêteurs qui restent convaincus, vous l'avez compris, de son rôle dans cette affaire. En 2012, Tobias, qui s'est installé en Australie occidentale, épouse une Australienne nommée Samantha Moran. À cette occasion, il change légalement de nom. Tobias Sugfuel devient Tobias Moran. Ce changement de patronyme, anodin parce que c'est courant de prendre le nom de son conjoint, suscite néanmoins des commentaires. Certains y voient la volonté d'effacer un nom désormais entaché dans une affaire de meurtre médiatisée. Tobias Moran, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant du coup, s'établit près de Perth. Il fonde une famille, il semble vouloir tourner la page, il reste en Australie, c'est quand même fou que cet Allemand qui avait fui l'Australie pour fuir un peu ses responsabilités peut-être, reviennent vivre en Australie des années plus tard. Dans les médias, aucune interview formelle de lui n'apparaît, mais son entourage le décrit comme un père dévoué et un mari aimant, menant une vie normale, modeste, loin de l'image de fêtard insouciant que certains lui avaient collée. Jamais Tobias n'a publiquement dévié de sa ligne de conduite. Il clame haut et fort son innocence dans la mort de Simone. Selon sa femme, l'Australienne, Toby a toujours décrit Simone comme un ange sur terre, pleurant sincèrement sa disparition. Pourtant, l'ombre de l'affaire Simone Strobel plane en permanence sur lui. En 2014, un événement remet l'affaire sous les feux de l'actualité. Une journaliste et écrivaine australienne, Virginia Peters, publie un livre enquête intitulé « Avez-vous vu Simone ?» Fruit de 6 ans de recherches indépendantes sur le cas de Simone Strobel. L'ouvrage explore plusieurs pistes et, sans accuser formellement Tobias, laisse entendre qu'il reste le suspect numéro 1. Virginia Peters mentionne notamment qu'une trace ADN de Tobias aurait été trouvée sur une feuille de palmier couvrant le corps. C'est une affirmation choc qui n'avait pas été confirmée officiellement. Tobias Moran réagit vivement en découvrant le contenu du livre. En 2014, il obtient une injonction temporaire bloquant la publication et engage une poursuite en diffamation contre l'auteur et l'éditeur. Il estime que le livre le diffame en le présentant comme le meurtrier implicite de Simone. Cette bataille judiciaire va durer 3 ans, jusqu'à ce que Tobias abandonne ses poursuites en 2017. Le problème, c'est qu'on apprendra plus tard que la fameuse mention ADN du livre était erronée en 2025. Le coroner confirmera que l'ADN retrouvé sur les palmes ne correspondait ni à Tobias ni à sa sœur Catherine. Quoi qu'il en soit, la démarche agressive de Tobias pour faire censurer le livre a pu être perçue par certains comme l'acte d'un homme ayant quelque chose à cacher, quelque chose à se reprocher. Tandis que d'autres y ont vu simplement le réflexe compréhensible de quelqu'un clamant son innocence et protégeant sa réputation. Les années passent. L'enquête piétine, faute de preuves nouvelles. Tobias Moran, bien que toujours surveillé de loin, ne commet aucun faux pas, ni aveu spontané. Contre toute attente, l'année 2022 apporte un développement majeur à l'enquête. Après des années d'attente frustrantes, la police australienne, sans qu'on sache exactement sur quelle base nouvelle, décide de passer à l'action. Le 26 juillet 2022,
Tobias Moran, alors âgé de 42 ans, est arrêté à son domicile de Perth en Australie occidentale. L'arrestation se déroule discrètement à l'aube. Tobias est menotté devant sa famille ébahie 17 ans après les faits. Le principal suspect est enfin interpellé. Cette annonce fait les gros titres. Les autorités restent d'abord évasives sur les éléments ayant motivé ce coup de filet tardif. On murmure qu'il pourrait s'agir d'informations recoupées grâce à la récompense d'1 million de dollars qui a été promis à un moment donné. Quelqu'un aurait peut-être parlé en coulisses. Ou alors, ce sont les ADN plus poussés qui ont parlé. D'autres pensent que la persistance des officiers, qui n'ont jamais lâché l'affaire, a fini par payer. Quoi qu'il en soit, un mandat d'arrêt a été émis en Nouvelle-Galles du Sud et Tobias Moran est immédiatement présenté à une cour locale à Perth pour entamer la procédure d'extradition vers l'est du pays. Le mandat à l'encontre de Tobias mentionne 2 chefs d'accusation, meurtre de Simon Strobel et obstruction à la justice. Fait notable, la police australienne laisse entendre qu'elle dispose aussi de mandats d'arrêt à l'encontre de Catherine Zuckfuel et Jens Martin en Allemagne pour des faits de complicité. Après coup, la justice australienne pense que les 2 sont complices dans la mort de Simon Strobel. À quel niveau, à quel degré, ils ne le savent pas. En tout cas, les Allemands ne coopèrent pas, il n'y a pas de coopération de la justice allemande, pas de preuves solides non plus, donc tout ça reste sans issue, seul Tobias est arrêté. Son arrestation est accueillie avec émotion par la famille de Simon. Christina, la sœur de Simon, qui est aussi la porte-parole de la famille, va déclarer à la presse espérer enfin apprendre ce qui est arrivé à sa sœur. Les parents, bien qu'apaisés de voir la justice bouger, redoutent la suite du processus judiciaire parce que ça s'annonce long et pénible pour eux. Tobias, lui, continue de clamer son innocence. Lors de l'audience d'extradition, son avocat souligne qu'il n'a jamais eu la moindre condamnation auparavant et qu'il s'est toujours montré disponible aux questions, ce qui est discutable, vu son silence, notamment au tout départ de l'enquête. Il est transféré en Nouvelle-Galles du Sud fin juillet 2022. Il est incarcéré quelque temps à Sydney en attente de son procès. Il obtient néanmoins une libération sous caution quelques mois plus tard avec interdiction de quitter le pays. Sa femme Samantha s'installe alors temporairement sur la côte Est pour le soutenir pendant la procédure. Le rebondissement de 2022 ravive l'espoir d'une résolution, mais hélas, il retombe en soufflet judiciaire. Au bout d'1 an de procédure et de préparation de dossier, le 14 juin 2023, le coup de tonnerre tombe. Le directeur des poursuites décide de retirer les charges contre Tobias Moran. Concrètement, ça signifie qu'après examen, le ministre public estime qu'il n'y a pas de perspective raisonnable de conviction, ce sont les termes, au vu des preuves disponibles. Le tribunal de Lismore entérine l'abandon des poursuites. Tobias Moran est libre, blanchi sur le plan judiciaire. La déception est immense pour la famille de Simon et pour les enquêteurs. En guise de réparation, sachez-le, la justice va accorder même à Tobias un remboursement de frais de justice pour compenser son préjudice. Tobias et sa famille, soulagés, déclarent que, je cite, c'était la bonne décision et que l'année écoulée depuis l'arrestation a été, je cite encore, extrêmement éprouvante émotionnellement. Samantha Moran, devant les caméras, lira un communiqué où elle remerciera ceux qui les ont soutenus. Elle affirme penser à la famille Strobel, qui, elle, reste sans réponse. Dans un geste d'empathie surprenant, Samantha déclarera ceci. C'était la bonne décision. L'année écoulée depuis l'arrestation a été extrêmement éprouvante émotionnellement. Nous présentons nos condoléances du fond du cœur aux parents de Simon. Je suis profondément honteuse que cela soit arrivé à Simon en Australie. Mon mari Toby est un homme bien, un père aimant, pas du tout quelqu'un menant une vie de luxe comme certains médias l'ont dépeint. Ébranlés par cette décision mais pas abattus, les proches de Simon et la police demandent rapidement une réouverture de l'enquête judiciaire. C'est comme ça que pendant 5 jours d'audience à Sydney, entre le 11 et le 15 novembre 2024, la coroner Teresa O'Sullivan entend de nombreux témoins et passe en revue tout le dossier. La famille Strobel fait le déplacement depuis l'Allemagne. La sœur de Simon, Christina, témoigne de l'impact dévastateur de cette perte sur leurs parents et sur elle-même. Ces quelques jours permettent aussi d'entendre le détail d'éléments parfois passés sous silence. On reparle des vêtements manquants, la jupe rouge, le pantalon blanc, jamais retrouvés.
de la mèche de cheveux qui a été prélevée sur la clôture près du corps. Ça, on en avait très peu parlé. C'est une mèche non identifiée, c'est pas celle de Simone. Des traces ADN masculines récupérées sur le débardeur noir de Simone. Ces deux indices biologiques, cheveux sur la clôture et l'ADN sur le haut, n'ont jamais trouvé de correspondance dans les bases de données, ce qui laisse la porte ouverte à l'hypothèse d'un agresseur inconnu peut-être. La défense de Tobias s'engouffre dans cette brèche. Et si un rôdeur avait croisé Simone après son départ du camping? C'est aussi fort possible. Après 1 an de délibération, Teresa O'Sullivan va livrer ses conclusions écrites le 6 novembre 2025. Son verdict est nuancé mais apporte quelques éclaircissements importants. Elle conclut sans équivoque que Simone Strobel a été tuée dans la nuit du 11 au 12 février 2005. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une fugue qui a mal tourné. Quelqu'un a ôté la vie à Simone et ce volontairement. En revanche, elle déclare ne pas pouvoir déterminer qui est l'auteur. Contrairement à ce qui avait été dit en 2007, elle rejette la notion de, je cite, très fort soupçon envers les compagnons de voyage. Elle note qu'avec les lois actuelles, elle n'a de toute façon pas le droit de désigner un individu précis comme responsable sans preuve solide. Elle écrit même qu'elle n'exclut pas complètement l'implication de Tobias Moran, mais qu'elle considère peu probable qu'il ait pu agir seul. Elle estime également peu probable que Catherine Suckfuel ou Jens Martin aient été impliqués dans la mort de Simone. En somme, si Tobias a fait quelque chose, il aurait eu besoin d'un complice hors du groupe initial. Hypothèse intrigante, impliquant possiblement un tiers, mais qui? Elle, clairement, et c'est la première à mettre ça en avant après toutes ces années, elle penche pour un mobile sexuel dans ce meurtre. Elle a, et c'est ce qu'elle dit, elle a du mal à imaginer qu'il y ait eu un mobile amoureux derrière tout ça, que ce soit passionnel. Elle pense vraiment que c'est peut-être dû à un rôdeur, malgré, et ça je le reprécise, qu'aucune expertise médicale, au fur et à mesure de ces années, n'ont apporté des éléments de preuve sur un éventuel viol. Ces expertises n'ont ni infirmé ni confirmé les conclusions initiales. Vous savez, ces conclusions de cette première médecin légiste, quand elle autopsie Simone, qui explique qu'il n'y a pas de traces d'agression sexuelle. Les expertises qui ont été réalisées après n'infirment pas ni ne confirment pas ceci. Donc on reste un peu dans des spéculations. C'est pour ça que la coroner se permet de dire que potentiellement ça peut être dû à un rôdeur, dû à quelqu'un qui a croisé la route de Simone ce soir-là et qui l'a agressée sexuellement. Cette conclusion cadre avec l'absence de scènes de crime sanglantes identifiées et pourrait signifier que l'attaque s'est produite en extérieur. Ça laisse ouverte la possibilité d'un assaillant inconnu croisant Simone après son départ du camping, thèse qui innocenterait de fait Tobias et ses amis. Pour relancer l'enquête, la coroner insiste pour qu'on effectue de nouvelles analyses ADN, notamment sur le fameux profil ADN masculin qui a été retrouvé sur le haut noir de Simone, qui n'a jamais été identifié, et sur la mèche de cheveux trouvée sur la clôture. L'idée, c'est de profiter des avancées de la science pour tenter de faire matcher ces éléments avec un suspect potentiel dans le futur. Parce que je vous rappelle que cette affaire a pris place en 2005. À l'époque, les poussées ADN, les poussées des analyses ADN n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. La science a beaucoup avancé. Elle suggère aussi de consulter des experts internationaux pour réévaluer la cause du décès. Ça encore, c'est pas très clair. Étant donné le caractère atypique de ce dossier, pas de cause évidente malgré une mort criminelle. Tobias Moran accueille ses conclusions avec soulagement. Bien que le rapport ne l'innocente pas formellement, il apprécie que la suspicion pesant sur lui et ses proches soit atténuée par rapport à 2007. Il se dit satisfait que l'affaire soit confiée à une unité froide et examinée par des yeux neufs, espérant, je cite, une enquête équitable et impartiale que Simone a toujours méritée. Alors que nous sommes en 2026, le meurtre de Simone Strobel demeure officiellement non élucidé. Plus de 20 ans ont passé depuis cette nuit fatidique à Lismore. La communauté n'a pas oublié. En février 2025, lors du 20e anniversaire de sa mort, une veillée commémorative a rassemblé de nombreux habitants autour du banc mémorial dédié à Simone. Jenny Dowell, l'ancienne mère, a évoqué une fois de plus le sentiment affreux qu'une jeune femme venue du bout du monde pour l'aventure de sa vie l'est terminée dans sa ville. Et elle a assuré que Lismore porte toujours en elle la mémoire de Simone.
Sur le plan policier, le dossier est maintenant entre les mains de la brigade des affaires non résolues de la police de Sydney. Des détectives sans lien avec l'enquête initiale reconsidèrent toutes les preuves avec un regard neuf. Ils vont réanalyser chaque indice matériel collecté en 2005, la mèche de cheveux inconnue, l'ADN masculin sur le vêtement, mais aussi potentiellement effectuer des tests sur des éléments auparavant non exploitables, la terre, les fibres, etc. L'espoir est qu'avec les nouvelles techniques ADN, notamment les recherches généalogiques par ADN familial, les banques de données internationales, ils puissent identifier un profil correspondant au suspect inconnu évoqué par la coroner. Si un tel profil correspond à un délinquant sexuel fiché par exemple, un nouveau scénario pourrait émerger. Tobias Moran, de son côté, est rentré chez lui en Australie occidentale, où il tente de reprendre une vie normale avec sa femme et ses enfants. Il reste cependant conscient que son nom restera à jamais lié à ce drame. Une partie de l'opinion continue de le considérer avec suspicion, même s'il n'a jamais été condamné ni même jugé. L'autre partie reconnaît qu'à ce jour aucune preuve concrète ne l'incrimine et que le mystère est peut-être ailleurs. Tobias, lui, affirme vouloir simplement que justice soit faite, que ce soit pour lui-même ou pour honorer la mémoire de Simone. Je veux plus que tout que les véritables responsables soient traduits en justice, c'est ce qu'il a déclaré via son avocat. Pour la famille de Simone Strobel, l'attente douloureuse continue. Ses parents, vieillissants, n'ont jamais obtenu les réponses à leurs questions et vivent depuis maintenant plus de 20 ans dans le deuil inachevé. Sa sœur Christina confie que l'absence de vérité est la pire des choses, mais qu'elle garde malgré tout espoir qu'un jour, un témoin oublié parlera ou qu'une preuve ADN fera mouche. En conclusion, l'affaire Simone Strobel reste une énigme tragique. Était-ce un meurtre commis dans un accès de colère par un petit ami jaloux, aidé par sa sœur et un ami pour le maquiller? Ou bien un crime opportuniste d'un inconnu profitant de la vulnérabilité d'une jeune femme seule dans la nuit? À ce jour, aucune de ces théories n'a pu être prouvée de façon définitive. La communauté de Lismore porte encore le poids de ce mystère non résolu. Un mélange de chagrin, de culpabilité et de désir de justice. En attendant, la mémoire de Simone, elle, demeure vive dans les cœurs, symbole des rêves brisés d'une jeune femme partie à l'aventure et tragiquement arrachée à la vie. D'habitude, j'arrive à me faire mon intime conviction, comme on dit, sur les affaires que je partage. Sur cette histoire, je dois vous avouer que je suis très partagé. Quand j'ai découvert l'histoire de Simone Strobel, au tout départ, je me suis fixé, comme le début de l'enquête, sur le petit ami, sur Tobias, aidé par son pote Jens et par sa sœur. Peut-être sont-ils aussi, non pas à l'origine de sa mort, mais peut-être ont-ils aidé à maquiller, à cacher le corps de Simone. Mais plus on avance, plus les années passent, plus on apprend certaines choses, notamment cet ADN qu'on retrouve sur le haut de Simone, qui n'a pas matché avec son cercle, avec les gens qu'il a côtoyés. C'est un ADN inconnu aujourd'hui. Il y a aussi cette mèche de cheveux qu'on retrouve à proximité. Si évidemment elle fait partie de la scène de crime, elle aussi c'est une mèche de cheveux qui n'appartient à personne de connu, mèche de cheveux inconnue. Et ça rend l'affaire très étrange. Ça nous permet de dévier un peu de la trajectoire de Tobias, même si moi, au fond de moi, encore une fois, si je peux me permettre de donner mon avis, j'ai quand même cette conviction qu'on n'est pas loin de la vérité en se penchant vers le petit ami. Mais vous en pensez quoi? Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas précisé dans cette histoire, que je n'ai pas partagé, que j'aurais peut-être dû préciser à un moment donné. Quand je parle de Simone qui sort du camping, vous savez, il y a ces deux témoignages, des témoignages qui arrivent quasiment au même moment, qui racontent avoir vu Simone au niveau du rond-point à proximité du camping. Souvenez-vous, j'en ai parlé au tout départ. Il y a aussi d'autres témoignages qui arrivent un peu plus tard. Je crois que c'est 2 autres témoignages encore qui expliquent avoir entendu des cris d'une femme proche du rond-point en question. Pareil. Donc, pas dans le camping. Et les policiers, au tout départ, affirment que Simone a été tuée dans le camping, peut-être dans le van du groupe d'amis. Or, si on se fie aussi sur ces cris qu'auraient entendus certains témoins, si c'est les cris de Simone, elle n'a pas été tuée dans le camping, elle a été tuée hors du camping. Et possiblement, les 3 étaient dans le camping. Ça veut dire que Simone, peut-être, aurait croisé quelqu'un hors de ce camping, quelqu'un qui l'aurait tué. Ces derniers témoignages
n'ont été rapportés que quelques années plus tard. En fait, ils ont été récoltés par la police au moment de l'enquête, mais on apprend ces témoignages que quelques années plus tard. Et je trouve qu'ils sont hyper importants. Et donc, quand on reste dans toute l'histoire sans avoir ces petits témoignages qui paraissent anodins, mais qui sont importants, je trouve, eh ben, on peut effectivement se pencher vers le petit ami en se disant non, le profil d'un inconnu ou d'un rôdeur ou d'un prédateur tombe à l'eau dans cette histoire. Mais là, pour le coup, ça nous laisse plein de doutes. C'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes sur cette histoire, sur le tueur ou les tueurs. À vous de me dire qui, selon vous, a pu se passer et qui, selon vous, est à l'origine du meurtre de Simone Strobel. On se met évidemment à la place de la famille Strobel qui reste dans le flou le plus total et dans la compréhension. C'est assez dingue de se dire que même 20 ans après, on n'arrive pas à élucider des affaires. J'espère qu'on aura enfin le fin mot de cette histoire. Voilà pour cette vidéo. Je voudrais terminer cette histoire, comme je le fais régulièrement, par vos commentaires sur la dernière vidéo qui a été diffusée au moment où j'enregistre celle-ci. Les commentaires qui ont été les plus, on va dire, likés, qui arrivent dans le top des commentaires, qui sont mis en avant, si vous préférez. C'était l'histoire, attendez que je revienne dessus, des meurtres de Delphi, la vidéo qui a piégé le type du pont. Et donc j'ai vos commentaires, j'ai le commentaire de Farah qui me dit « Cette histoire m'a traumatisé, le sort réservé à ces fillettes nous laisse penser que cela peut vraiment arriver à tout le monde. » Ça, c'est vrai, Farah. J'ai le commentaire de Babylone qui nous dit « 65 ans x 2, le bon côté des States que j'apprécie en France, il aurait pris que 22 ans. Max est encore pas sûr qu'il les fasse. » Il y a aussi Noir Beru qui dit « C'est tellement dur de voir et d'entendre ces gamines quelques minutes avant d'être horriblement supprimées. » C'est vrai que les images font froid dans le dos. Je vous invite à découvrir cette histoire si vous ne la connaissez pas. Elle est sur ma chaîne dans les dernières vidéos. Je vous laisse là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme vous le savez, comme vous en avez l'habitude, les mardis, généralement à 18h. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.